Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, depuis le début de ce Salon Global Industrie, on parle énormément de la transformation de la fonction achat. C'est au cœur de beaucoup de préoccupations, de conférences, d'échanges. Et pour explorer cette transformation, nous avons la chance d'avoir avec nous Olivier Liancy. Bonjour. Bonjour. Alors, Bonjour. vous êtes associé chez PwC, Strategy End, et vous avez fait une étude remarquable et très complète sur justement aujourd'hui un peu le bilan, le panorama des achats, et ça vous donne un regard très particulier sur les transformations à l'œuvre. On a un changement assez radical dans les méthodologies d'achat aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors, cette étude, elle était liée à la crise, très clairement. La question qui s'est posée, c'est les entreprises, notamment les entreprises industrielles, les grands donneurs d'ordre, sont confrontés en termes d'approvisionnement et donc d'achat à des enjeux qu'ils n'avaient pas connus auparavant. Et donc, l'idée, c'était de se dire, balayons toutes les importations françaises et avec des directeurs d'achat qui communiquent, qui témoignent, qui participent à ces travaux pour dire quels sont leurs enjeux à eux dans leurs entreprises, identifions les importations qui sont stratégiques. Alors le mot stratégique est un mot valise, mais qui veut dire les importations, les catégories de produits sur lesquels ils ont des sujets, des soucis, des appréhensions pour le futur. Et le résultat de cette étude, c'est 58 catégories de produits, environ 115 milliards d'euros d'importation, soit à peu près 20% de nos importations, sur lesquelles les directeurs d'achat, encore une fois, c'est ceux qui signent les bons de commande, nous disent, là-dessus, j'aimerais avoir une offre française, européenne, ouest-européenne, qui se renforce. Parce que j'ai une inquiétude. Alors, l'inquiétude peut être une inquiétude de risque d'approvisionnement. Ça peut être une inquiétude parce que les entreprises ont de plus en plus des objectifs environnementaux, des bilans carbone à respecter. Et faire voyager un entrant 3 fois le tour de la planète, ça coûte du carbone. Ou bien des sujets de protection de l'innovation. On a eu un témoignage ce matin assez exceptionnel d'une société de cybersécurité qui expliquait qu'elle ne pouvait plus sourcer ses cartes électroniques en Chine parce que le gouvernement chinois considérait que c'était un bien à usage dual, civil mais aussi potentiellement militaire, et leur demandait accès à leur code source. Dans ces cas-là, qui est toute la propriété, la valeur de l'entreprise, dans ces cas-là, on se dit, pour l'innovation, pour la protection de l'entreprise, c'est juste pas possible. Voilà. Donc on est face à un changement d'environnement et qui fait changer les habitudes des achats et identifier un potentiel important d'importation qui pourrait être fabriqué en France, relocalisé en France. Alors il y a ce potentiel de relocalisation et puis on le voit, il y a des enjeux, cybersécurité, environnement, donc il y a des nouvelles briques et ça change complètement on va dire le regard sur le produit lui-même, sur la façon dont on va l'acquérir finalement. C'est un changement assez radical. Tout à fait. Alors il y a en fait deux volets, je dirais, à ce changement. Il y a d'abord une évolution du métier. Jean-Luc Barras, le président du Conseil national de l'industrie, nous a brossé un portrait édifiant, je dirais, de l'évolution de la fonction achat. Il est clair que la fonction achat, notamment dans les grands groupes industriels, pendant les années 70, a contribué à la délocalisation parce que leur objectif, c'était une performance coût, une massification dans un cahier des charges de qualité. Mais on était, je dirais, dans un univers de la mondialisation débridée, heureuse. Voilà. Ouais, c'est sûr. Depuis, le monde a changé et donc les entreprises demandent à leurs intrants d'intégrer des éléments d'environnement, de responsabilité sociale, de sécurisation des approvisionnements, de cycle d'innovation, on vous en avait parlé. Et donc les critères d'achat vont évoluer, sont en train d'évoluer avec la fonction achat. On ne va plus acheter simplement sur le coût d'un produit, le coût entrant, mais sur d'autres aspects. Alors on peut les monétiser et c'est ce qu'on appelle le coût complet. C'est des méthodologies qui existent, qui ne sont pas encore très répandues, auxquelles les PMI n'ont pas toujours accès parce qu'elles sont un peu lourdes, donc il faudrait peut-être les automatiser. Mais voilà, on a là un premier sujet d'évolution. Et puis le deuxième qui est lié à ça, qui est une politique publique de relocalisation. À travers France Relance et notamment le programme Résilience, le gouvernement a aidé plus de 330 projets d'augmentation de capacité sur des approvisionnements stratégiques. Tout ce qu'on a essayé d'explorer aujourd'hui, ce matin, c'était de se dire qu'il faut bien que la main droite du gouvernement qui aide des entreprises, avec de la subvention, etc., avec des accompagnements, corresponde bien à la main gauche, c'est-à-dire le besoin
de donneurs d'ordre qui vont se fournir auprès de ces nouvelles capacités. On ne relocalise pas pour relocaliser, on relocalise pour répondre à une demande. Pour répondre à un vrai besoin. Et alors on l'a vu, il y a quand même une correspondance assez forte, quasiment les trois quarts, on est à 73 ou 76% de mémoire entre justement les besoins et les projets qui sont aidés par le gouvernement et les sujets qui ont été identifiés par les entreprises. Tout à fait. Il y a une bonne réconciliation, on va dire, entre les deux. Voilà, tout à fait. Alors, ces deux initiatives qui sont temporellement un peu séparées, hein. L'étude qu'on a faite avec les directeurs d'achat, c'était sur le premier semestre 2020. Le gouvernement a lancé son programme à partir de septembre 2020. Hein. Alors naturellement, il y a des échanges, mais globalement, c'est deux initiatives qui ont été faites de manière séparée. Le constat, c'est qu'elles se recouvrent bien. Hein. On a 76%, le chiffre exact est 76%. Parmi les 330 projets financés par le gouvernement, il y en a 76% qui correspondent à des catégories de produits identifiés par les donneurs d'ordre comme étant stratégiques, c'est-à-dire sur lesquels ils souhaitent avoir un renforcement de la capacité productive française. Donc c'est déjà un bon chiffre. Idéalement, il faudrait un 100%. Mais ce qui nous a semblé très intéressant d'explorer, c'est justement comment on fait cette correspondance, comment un donneur d'ordre remonte une relation de confiance avec un fournisseur français qui s'est parfois délité. Alors il y a naturellement la compétitivité, le coût, mais il y a la qualité qui a toujours été un objet, mais il y a aussi l'innovation. On a eu des témoignages très intéressants sur le fait que redévelopper une relation avec un fournisseur français, c'était dans l'électronique, une carte électronique, ça permet de diminuer drastiquement le temps de conception dans des innovations rapides et donc le time to market, le temps de mettre un nouveau produit sur le marché qui est devenu absolument clé dans la création de valeur. C'était une garantie de RSE, d'environnement, une amélioration du bilan carbone. Jean-Luc Barral a cité le bilan carbone d'une tonne d'aluminium fabriqué en France et fabriqué en Chine. Vous avez un facteur multiplicatif de 4, de 5 ou même de plus. Voilà. Donc tous ces aspects-là sont en train d'être intégrés dans la stratégie des entreprises pour leurs entrants et vont donner lieu à un appel d'air pour des nouvelles capacités de proximité, dit autrement des relocalisations. Et alors dans cette relocalisation, dans ce grand programme, l'efficacité et la rigueur des acheteurs va être un bon potentiel, va amener du potentiel justement pour structurer cette relocalisation. On a beaucoup parlé de l'efficacité et de la performance dans les chaînes de production. La profession acheteur, il y a une exigence et une précision, une rigueur qui est également très forte. Alors d'abord, il va falloir bien produire ces biens et donc il faut qu'on ait des industriels performants pour les faire. Ce qui est aussi ressorti, c'est que quand on veut relocaliser la production d'une carte électronique ou bien d'un médicament comme le paracétamol, on ne peut pas utiliser les mêmes processus de fabrication, de production qu'on utilisait il y a 20 ans. Il faut retrouver une nouvelle compétitivité, donc il faut introduire du digital, du lean. Voilà, donc ça, c'est de l'innovation aussi. Et de l'innovation de production, bien entendu. Donc ça, c'est un premier enjeu qui est très clair, mais qui est assez connu. Celui qui est moins exploré, notamment dans le monde industriel, c'est tout le potentiel de ces intrants, de ces achats. Encore une fois, souvenons-nous, dans le monde industriel, les achats représentent 50% en moyenne du chiffre d'affaires d'une entreprise. Donc vous n'êtes pas performant sur votre achat, économiquement ou par rapport à votre stratégie d'entreprise, vous ne pourrez pas la mettre en œuvre, même si vous êtes très bon sur votre processus industriel. Et donc on voit là toute la puissance que peut avoir les achats. Alors c'est une puissance qu'on a connue dans la décennie 90, quand on allait chercher des gains de coûts purs, naturellement. Et aujourd'hui, ce qu'on essaye de mobiliser pour une relocalisation, c'est-à-dire pour développer cette demande, encore une fois, on ne relocalise pas pour relocaliser, ça n'a pas de sens. On relocalise pour répondre à une nouvelle demande. Elle est en train d'émerger et elle est effectivement entre les mains de cette profession d'achat. Alors, au-delà de l'acheteur, il met en œuvre une stratégie. Ce qui est important, c'est que l'entreprise elle-même, au niveau de son comité de direction, soit claire sur les objectifs qu'ils vont donner à cette équipe-là. Si l'objectif reste le coût, le résultat, on le connaît. Si l'objectif devient plus complexe, ce sera plus dur pour les acheteurs parce qu'il sera multi-objectif, mais un bilan carbone, une sécurité d'approvisionnement, c'est-à-dire une probabilité de rupture d'approvisionnement qui baisse, naturellement une compétitivité, naturellement une qualité. Dans ces cas-là, on génère une nouvelle forme de demande et il nous reste qu'au tissu industriel français de la capter le plus rapidement possible.
Et c'est via déjà votre étude, on a pu se rendre compte de beaucoup de secteurs clés, on va dire. Vous évoquiez tout à l'heure la cybersécurité. On se rend compte que, indépendamment du sourcing, il y a vraiment des secteurs aujourd'hui qui vont être hyper stratégiques et du coup, on ne peut pas les déléguer, on ne peut pas les laisser à un sourcing international, des fois, trop éloigné ou trop loin de nos codes et nos règles. Ce qui était intéressant dans la table ronde de ce matin, c'est qu'il y a eu des témoignages de secteurs extrêmement variés. L'hôtellerie, la pharma, la chimie, l'électronique, l'agroalimentaire, les équipements électriques. En fait, chaque secteur, il n'y a pas un secteur qui est plus stratégique que l'autre, mais dans chaque secteur, il y a des éléments stratégiques dont il faut s'assurer un approvisionnement de qualité. Et qui sont alors de qualité, ou bien qui répondent à un bilan carbone, ou bien qui répondent à une protection de l'innovation. On l'a vu avec les cartes électroniques. Donc chaque secteur, et c'est un des grands enseignements des travaux qu'on a fait sur un an, a la possibilité de définir une dizaine, une quinzaine d'intrants stratégiques par rapport aux enjeux du secteur et de focaliser son énergie sur le fait que ces intrants-là soient faits à proximité. Alors à proximité, ça peut être dans un rayon d'une région, d'un pays comme la France, peut-être de l'Europe de l'Ouest, peut-être de toute l'Europe. Là-dessus, il ne faut pas être dogmatique, hein. Il y a des équilibres à trouver entre le coût, la distance, la massification des productions. Mais voilà, dans chaque secteur, il y a des éléments stratégiques. Il faut que les secteurs ont la possibilité, la pharma l'a fait, d'autres secteurs sont en train de faire ce travail-là, d'identifier lesquels. Et à partir de là, de concentrer les efforts sur ces secteurs-là pour permettre leur relocalisation en France. Encore une fois, le potentiel maximum est de l'ordre de 100 milliards d'euros. Si on fait déjà un chemin à 20 ou 30% de ça, ce sera déjà pas mal en termes de sécurisation, vous avez la possibilité de créer entre, on va dire 200 000 emplois en France. 200 000 emplois, ça fait des belles usines qui peuvent rentrer dans nos territoires, redonner de la vie à nos villes moyennes qui en ont tellement besoin. Complètement, parce qu'il ne s'agit pas uniquement de redévelopper une activité pure d'entreprise, il y a aussi le territoire qui va avoir un rôle clé à jouer, on l'a vu à plusieurs reprises, avec des élus de la métropole de Lyon, donc il y aura les territoires, il y a l'emploi effectivement, il y a les impôts sur les sociétés, etc. Il y a beaucoup de segments qui vont être irrigués en fait par cette relocalisation. Tout à fait. Alors c'est un deuxième sujet lié à la réindustrialisation. On a beaucoup parlé de la sécurité d'approvisionnement. Et le deuxième grand sujet, pourquoi réindustrialiser ? Il faut bien l'expliquer quand même. Le jour où vous baissez les impôts de production, il faut expliquer aux citoyens de français pourquoi vous baissez les impôts de production et pas la TVA. Oui. Et donc pour ce faire, il faut expliquer à quoi sert l'industrie dans notre pays. Elle va nous servir à sécuriser les approvisionnements. On l'a vu là. C'est essentiel, c'est notre dépendance économique, on en a souffert énormément pendant la crise. Et puis le deuxième sujet, c'est que l'industrie, ça apporte de l'activité dans les territoires, dans les villes moyennes. On a eu un récit économique qui a favorisé les services. Les services à haute valeur ajoutée sont plutôt dans les grandes métropoles, pas seulement Paris, mais aussi les grandes métropoles régionales, qui se sont bien développées pendant les dernières décennies, mais un peu au détriment de nos villes moyennes, qui ont beaucoup souffert. Certaines s'en sortent bien, c'est pas uniforme, c'est assez hétérogène, mais on considère qu'à peu près il y a la moitié des villes moyennes qui sont en déprise. Les villes moyennes sont le lieu parfait pour réindustrialiser. Elles sont assez grandes pour offrir un bassin d'emploi, parce qu'on n'installe pas une usine de 200 personnes à côté d'un village qui en fait 30, ça marche pas. Voilà. Et puis, elles sont quand même avec des développements urbains plus lents. Donc, une usine qui s'installe ne sera pas demain en concurrence immédiate avec un quartier résidentiel ou un centre commercial, alors que l'étalement urbain des grandes métropoles a créé des conflits d'usage de la surface qui ont toujours été au détriment de l'industrie et les industriels le savent. Voilà. Donc véritablement l'industrie, son deuxième atout fondamental, c'est de recréer de l'activité dans les villes moyennes, auprès des villes moyennes, et refaire cohésion territoriale qui nous manque en France aujourd'hui. Bien, comme on le voit, donc il y a des répercussions quand même très fortes. Dès qu'on met un peu l'accent sur les achats, tout d'un coup, on est dans des dynamiques très larges. Il nous reste un petit peu moins d'une minute. En conclusion, en synthèse, qu'est-ce qu'on pourrait dire au monde des acheteurs et même au grand public, à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui dans la transformation des achats, on va dire. Oui, au grand public, c'est simple, c'est que l'industrie réindustrialisée pour la cohésion du pays et pour notre indépendance économique, ça c'est clair. Aux acheteurs et aux filières, l'État est prêt à réindustrialiser, on l'a vu avec le plan France Relance. Augmenter l'offre, c'est bien, mais il faut la mettre en face d'une demande. Vous êtes les détenteurs de cette demande. Il faut
travailler ensemble, collaborer pour qu'elles s'expriment et qu'en face, on puisse mettre les bonnes capacités de production qui répondent à vos besoins. Mais quelque part, vous avez la main. Vous avez la main dans la définition de ces besoins de demain auxquels il faudra que notre tissu industriel réponde. Mais je suis sûr qu'il répondra présent dès que vous aurez exprimé ce que vous souhaitez. Bon, c'est très encourageant. Merci beaucoup Olivier Bianchi pour cet éclairage. On retrouve l'étude sur le site PwC. Elle est passionnante, regardez-la. Et puis Global Industrie continue de plus belle. Merci beaucoup.